Pierre-Henri Gouillon est biologiste, spécialisé dans les sciences de l'évolution. On peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Et je suis tout à fait passionnée par le thème de la conférence qu'il va nous donner aujourd'hui sur la mémoire du vivant et sur cette notion de fil de l'information, ce fil d'information qui se déroule, se déploie et passe à travers nous, dont nous serions éventuellement les véhicules. Je suis impatiente. Bien, bonjour et merci d'être là. Et donc, je vais vous parler en fait de cette mémoire du vivant, du fil de la vie. Alors, attendez, j'ai du mal avec cette télécommande, mais voilà. Du fil de la vie qui constitue cette mémoire du vivant et qui traverse les êtres vivants. Les êtres vivants, au fond, peuvent se définir comme des stockeurs et des transmetteurs d'informations à des tas de points de vue, des informations codées, des informations très particulières, des informations qui ont pour première conséquence ce qu'on appelle couramment l'hérédité, c'est-à-dire le fait que les descendants d'un individu ressemblent plus à leurs parents à des individus au hasard dans la population. C'est le fameux problème de ce qui est inné et de ce qui est acquis dans nos caractéristiques. Alors ce problème de l'inné et de l'acquis pose un problème scientifique bien sûr, et on va en parler, mais la difficulté c'est qu'il pose aussi un problème idéologique et politique. Alors pour illustrer ça, comme on est dans le 92, j'ai choisi de vous parler de quelqu'un que vous connaissez, enfin de deux personnes sans doute que vous connaissez. C'est un débat qui s'est déroulé au moment juste avant la première élection où Nicolas Sarkozy a été élu. Philosophie Magazine avait organisé une rencontre entre lui et Michel Onfray, qui est un philosophe de gauche, et qui se pose comme philosophe de gauche en tout cas, et on va le voir, c'est vrai. Et ils se mettent à discuter, et au bout d'un moment, ils en viennent à parler du fait qu'il y a des individus qui font des choses pas bien. Alors, Sarkozy dit il n'y a pas d'un côté des individus dangereux et de l'autre des innocents. Non, chaque homme étant lui-même porteur de beaucoup d'innocence et de danger. Et Onfray lui répond qu'il n'est pas rousseauiste et qu'à son sens, on ne naît ni bon ni mauvais, on le devient car ce sont les circonstances qui fabriquent l'homme. Alors Sarkozy lui répond, mais qu'est-ce que vous faites de nos choix, de la liberté de chacun? Et Onfray lui répond, je ne leur donnerai pas une importance exagérée, il y a beaucoup de choses que nous ne choisissons pas, vous n'avez pas choisi votre sexualité, un pédophile non plus, il n'a pas choisi un beau jour d'être attiré par les enfants. Pour autant, on ne naît pas homosexuel, ni hétérosexuel, ni pédophile. Et la dernière phrase est très importante. Je pense que nous sommes façonnés non pas par nos gènes, mais par notre environnement, par les conditions familiales et socio-historiques dans lesquelles nous évoluons. Cette phrase, je la trouve tout à fait symptomatique. Premièrement, on a un philosophe et un politicien qui discutent et ils en viennent à parler de gènes, alors que probablement aucun des deux ne sait vraiment bien ce que c'est qu'un gène, mais ils ont quand même un avis dessus. Et la deuxième chose, c'est qu'on ferait la phrase que vous voyez là, on est façonné non pas par nos gènes mais par notre environnement, c'est typique d'un homme de gauche. Et quand il y a quelqu'un de droite en face, il n'est jamais d'accord et ça ne rate pas. D'ailleurs, Sarkozy lui répond, je ne suis pas d'accord avec vous. J'inquiéterais pour ma part à penser qu'on est pédophile. Il y a des jeunes qui se suicident en France, c'est pas parce que leurs parents sont mal occupés, mais parce que génétiquement, ils avaient une fragilité, une douleur préalable. Vous voyez, lui aussi, il parle de génétique. Il y a des fumeurs qui développent des cancers, d'autres pas. Les circonstances ne font pas tout. La part de l'inné est immense. Alors, vous voyez, c'est une grosse difficulté parce que quand on parle de ces questions d'inné et d'acquis, il y a une charge politique très très lourde derrière. En gros, l'environnement c'est de gauche et les gènes c'est de droite. Et pour moi, qui suis généticien, c'est très très désagréable, vous voyez, parce que quand je fais une expérimentation, je ne sais jamais à l'avance si je vais trouver un résultat de gauche ou de droite, et ça me stresse, quoi. Alors voilà, les idées sur l'hérédité, il y en a eu plein, il y a plein d'histoires qui se racontent dans nos cultures. Par exemple, dès qu'on a inventé le microscope, tout de suite, le type qui a inventé le microscope au XVIIe siècle, qui s'appelait Van Leeuwenhoek, et il a immédiatement découvert ses propres spermatozoïdes, et grâce à son microscope. Et un de ses collègues a dessiné ce petit spermatozoïde que vous voyez à droite avec un petit bonhomme à l'intérieur. Et l'idée, c'était que quand on était dans les testicules de notre père, on était tous tout petits dans le spermatozoïde et puis qu'on a grandi après dans la mère. Alors, premièrement, je voudrais être clair, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que malheureusement, il y a encore plein de gens qui racontent ça aux enfants. Il y a plein de gens qui disent aux enfants que pour faire un bébé, le papa met une petite graine dans le ventre de la maman. C'est quand même extraordinaire. Il faut arrêter de dire des choses comme ça, vous vous rendez compte,
ça donne à l'enfant l'image du fait qu'il est le produit du père et que la mère n'a été qu'un terreau plus ou moins fertile dans lequel a germé la semence du père. Hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les anthropologues comme Françoise Héritier nous ont appris que dans toutes les sociétés, il y a des mythes qui servent à redonner la primauté de la génération aux hommes pour l'enlever aux femmes. Et donc, dire que l'enfant, c'est le produit du père et pas celui de la mère. Donc, voilà, si quelqu'un vous dit, si vous entendez dire à un enfant, le papa met une graine avant la maman, vous dites, c'est pas vrai, la graine, c'est la maman qui l'a fait. Hein. Chez les plantes, les graines, c'est les femelles qui les fabriquent. Hein. J'insiste là-dessus. Et le père n'a mis qu'un tout petit machin à l'intérieur. Bon, on en reparlera. Alors, les idées sur l'hérédité ont évolué et on a fini par se rendre compte quand même qu'il fallait les deux parents et que l'enfant procédait des deux parents sur le plan héréditaire, mais on a très longtemps, jusqu'à la fin du XIXe siècle, et Lamarck, le grand savant français, en a été un des exemples, cru que l'hérédité, c'était tout ce qu'on était qui se transmettait à notre enfant. C'est-à-dire que si jamais on perdait une jambe, eh ben, notre enfant avait des chances d'avoir une jambe en moins. Vous voyez ce petit dessin anglais du XIXe siècle, hein, d'un monsieur qui a perdu une jambe dans un accident et qui est tout fier de voir que son enfant qui vient de naître a hérité de sa caractéristique. Alors ça aussi, je voudrais que ça soit clair, c'est pas vrai. Hein. Mais récemment, je montrais ça à des étudiants et il y en a qui m'ont dit mais ils étaient quand même idiots à l'époque, ils n'avaient pas vu que les unijambistes faisaient des enfants à deux jambes. Et bien sûr qu'ils l'avaient vu, mais ils avaient la réponse et vous la connaissez, parce que c'est encore des imbécilités qui se racontent comme le coup de la petite graine. C'est ça saute des générations. Hein, vous l'avez déjà entendu celle-là. Hein. Et puis si jamais un enfant naissait avec une jambe en moins, on disait bah, c'est normal, il y a un de ses ancêtres qui a perdu une jambe, hein, et voilà, comme ça, tout était bouclé. Hein, et voilà, ça ressortira un jour ou l'autre. Hein. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. L'hérédité est largement amnésique, maintenant on le sait. Et on sait qu'en réalité, c'est pas tout ce qu'on est qui se transmet, mais que nous ne transmettons que ce que nous avons reçu de nos parents, que ce qui arrive à notre corps ne sera pas transmis à nos enfants, biologiquement. Alors évidemment, il y a une autre transmission, la transmission sociale, dans laquelle on va pouvoir transmettre ce qu'on est de notre vivant à nos enfants, mais sur le plan biologique, nous ne transmettons presque que, on verra le presque tout à l'heure, presque que ce que nous avons reçu de nos parents. Et donc ça donne c'est un dénommé Weissmann, un Allemand, qui a découvert ça en 1883. Hein. Et donc ça nous donne, c'est très vexant en réalité, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais à partir du moment où on comprend qu'on ne produit pas d'hérédité, mais qu'on ne fait que transmettre ce qu'on a reçu, nous devenons très passifs dans la transmission héréditaire. Donc, en fait, les individus sont des espèces de tuyaux qui transmettent l'hérédité d'une génération à l'autre. Et ça, tout compte fait, donc on le sait depuis 1883, mais il a fallu du temps pour en voir toutes les conséquences. Alors, pour ça, il a fallu d'abord que Darwin nous sorte sa fameuse théorie donc, de l'évolution par sélection naturelle. La sélection naturelle, donc, elle inclut l'idée d'hérédité, c'est-à-dire que Darwin constate que chez les éleveurs et les horticulteurs, quand on sélectionne des plantes ou des animaux qui ont des caractéristiques particulières, et ben on retrouve ces caractéristiques de plus en plus chez les descendants à force de sélectionner. Donc, si on sélectionne des chevaux qui courent vite, et ben progressivement, on va faire des pur sang. Si on sélectionne des chevaux qui peuvent bien tirer les charrues, on va fabriquer des percherons. Donc, on peut, en sélectionnant, transformer les êtres vivants. Et grâce au fait qu'il y a une transmission héréditaire des caractéristiques des organismes. Donc l'hérédité est un élément essentiel de la sélection naturelle. S'il n'y avait pas d'hérédité, hein, c'est ce qui se passe. Et l'hérédité, c'est la caractéristique des êtres vivants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pierres, elles peuvent se découper, faire plusieurs pierres, mais il n'y a pas d'hérédité chez les pierres, et d'hérédité des variations surtout. Alors, Darwin donc, va effectivement insister sur l'idée que la lutte pour l'existence va conserver chaque variation, aussi petite soit-elle, et quelles que soient ses causes, à condition qu'elle soit profitable à un individu ou à une espèce. Et donc les relations infiniment complexes entre les êtres vivants et les autres organismes bien, vont tendre à la préservation des individus et vont généralement être héritées par la descendance. La descendance aussi aura donc une meilleure chance de survivre. Donc, si un individu est bien adapté, il va fabriquer des descendants mieux adaptés et la sélection va progressivement favoriser ces caractères-là. Darwin va résumer ses idées dans ce schéma que je vais vous présenter très sommairement, mais le temps va de bas en haut. Et donc, ce que propose Darwin, c'est qu'à chaque instant, une forme vivante peut en fabriquer plusieurs, que beaucoup vont s'éteindre, mais que certaines vont se maintenir. Surtout celles qui sont les plus différentes parce qu'elles sont moins en compétition les unes avec les autres, et que progressivement, comme ça, va se fabriquer toute la diversité du vivant.
du fait de la sélection des formes qui réussissent le mieux dans l'environnement tel qu'il est. Je vous résume là 60 pages de l'origine des espèces en 1 minute. Donc si vous avez des questions, on pourra en parler après, mais je suis obligé de faire vite. Dans la conclusion de son livre, Darwin dit que, tout compte fait, un des grands mystères, c'est justement cette question de l'hérédité des variations. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous pareils et cette variation est transmise d'une génération à l'autre. Et il prédit qu'un immense et presque inexploré champ de recherche va être ouvert sur les causes et les lois de la variation, sur les corrélations de croissance, etc. Et surtout ce qui va faire qu'il y ait une hérédité de ces variations. Darwin prédit donc l'émergence de la génétique. Il écrit ça en 1859. C'est seulement en 1900 que la génétique verra le jour. Alors comment ça marche, l'hérédité? Effectivement, vous avez 2 parents. Ils vont faire un enfant qui va procéder un peu des 2 parents. Bon, pas exactement comme ça, hein, mais on va avoir progressivement, donc chaque enfant va pouvoir prendre des caractères de ses 2 parents et en faire quelque chose d'unique. L'étude de l'hérédité va commencer juste après Darwin par son cousin Galton, qui va développer les statistiques pour comprendre l'hérédité, qui va inventer des tas de méthodes statistiques, comme la régression, par exemple. Pour ceux qui connaissent un peu les statistiques, la régression, si ça s'appelle régression, c'est parce que Galton avait constaté que quand il regardait des variations et leur hérédité, les descendants des meilleurs étaient toujours un peu moins bons que leurs parents en moyenne. Et que, alors ça, c'est dû au fait que l'environnement n'est pas transmis. Bon, c'est pareil, on pourra en reparler si vous voulez, mais je n'ai pas le temps de le développer. Mais en tout cas, l'étude statistique de l'hérédité commence dès les années 1880. Ah oui, excusez-moi, ça, on en a déjà parlé. Et je vous ai dit que l'hérédité était amnésique, donc que cette hérédité, on n'hérite que ce qu'on a reçu de on ne transmet que ce qu'on a reçu de ses parents. Et ce que va montrer la génétique avec la redécouverte des lois de Mendel, c'est que non seulement on ne transmet que ce qu'on a reçu de ses parents, mais en plus on n'en transmet que la moitié, et que l'autre moitié, elle est perdue. C'est-à-dire que ce que vous n'avez pas transmis à vos parents des gènes de vos enfants, des gènes de vos parents, ils les auront jamais, ça ne pourra pas revenir, ça ne saute pas des générations. C'est juste pas là. Voilà, alors bon, je ne vais pas vous refaire un cours de génétique, on n'a pas le temps, mais effectivement, cette perte donc, de la moitié des informations génétiques à chaque fois va effectivement avoir des conséquences sur la façon dont évolue la transmission des gènes. Ces lois de Mendel, elles vont être redécouvertes donc en 1900. Oui, c'est pas si vieux que ça, hein, par 3 botanistes. Donc De Vries qui va en plus découvrir la mutation, c'est-à-dire le fait qu'on transmet des choses, mais en plus il y a des petits changements qui peuvent arriver comme ça, de façon fortuite. Correns qui va redécouvrir les lois de Mendel, mais qui va aussi découvrir que certains caractères ne sont hérités que par la mère. Enfin, qu'à partir de la mère. C'est-à-dire que certaines de nos caractéristiques génétiques, on les doit que à notre mère. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle d'enfants avec 3 parents. Parce que si une femme donne une cellule et que dedans, on met le noyau d'une autre femme, il y aura une partie de la cellule, de l'hérédité de la cellule qui viendra de celle qui a donné la cellule et l'autre qui viendra du noyau. Puis en plus, il y a le père, donc ça fait 3 parents. Voilà, bon, et puis Tchermak. Donc 3 botanistes qui redécouvrent les lois de Mendel en 1900 et on va réussir la synthèse. Donc en 1906, le mot génétique va apparaître dans un congrès de gens qui travaillent sur l'hybridation. Et puis immédiatement, on va appliquer la génétique selon une idée de Galton, toujours ce cousin de Darwin qui étudiait l'hérédité, pour essayer d'améliorer l'espèce humaine. L'eugénique va donc faire son apparition à la fin au début du XXe siècle. Et une société américaine d'eugénique va naître. Elle essaye d'organiser, de permettre l'autodirection de l'évolution humaine. Elle se présente comme un arbre qui réunit toutes les sciences, une convergence. Alors là aussi, je n'ai pas le temps de développer, mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. L'idée d'une convergence des sciences pour faire évoluer l'homme dans le bon sens est une idée qui a donc vraiment pris ses racines à ce moment-là, mais qu'on retrouve aujourd'hui dans une activité qu'on appelle le transhumanisme. Je ne sais pas si vous connaissez tous ça, mais si vous ne connaissez pas, ça vaut la peine de se renseigner dessus. Et donc cette idée de convergence, donc on va faire converger les sciences et on va chercher à comprendre d'où viennent les tares dans la société humaine. Un peu la même question que celle que se posaient Sarkozy et Onfray, mais à l'époque on va répondre que tout vient des gènes.
Et par exemple, là, vous avez un très beau pédigré avec 3 dames et le petit garçon qui vient de naître il y a 2 semaines. Et on voit un gène là, qui se transmet d'une génération à l'autre dans cette famille. Et ce gène détermine la naissance hors mariage, l'illégitimité. Voilà, l'enfant illégitime. Toute la presse va reprendre. Hein, donc là, vous voyez, le Sunday Regonian, c'est un journal de la grande presse américaine. En noir, vous avez les normaux, en rouge, les débiles mis à l'asile, et en bleu, les débiles pas mis à l'asile. Et vous voyez qu'on a un couple de débiles qui ont fait plein de débiles. Et donc, on va convaincre progressivement la société américaine qu'il faut pratiquer de l'eugénisme. Et les États américains vont tous les uns après les autres adopter des lois eugéniques. Là, au 1er janvier 1935, on en est déjà à 21 539 personnes stérilisées pour cause de mauvais gènes. Et on estime à peu près 65 000. Il y aura des procès, mais tout le monde sera stérilisé. Et la Cour suprême américaine va conclure 3 générations d'imbéciles, c'est assez, il y aura des procès. Et hop, on stérilise ces dames. Et donc, on va stériliser en gros 65 000 personnes aux États-Unis, encore plus dans les pays scandinaves, en Suisse. Et évidemment, le pays champion du monde, ça va être l'Allemagne, des années 30, qui va reprendre à fond ce truc-là. Mais vous voyez, le nazisme, il ne faut pas le voir comme une espèce de chose qui est apparue comme ça par miracle dans un pays. En réalité, c'était tout un courant de chercher les races pures, etc., qui s'est développé dans tout le monde occidental à l'époque et qui a conduit à ce qu'on sait, et qui a conduit donc à cet holocauste et qui a conduit donc à ces horreurs. Alors, ce que je voudrais que vous compreniez bien, c'est que tous les scientifiques de l'époque étaient en faveur de l'eugénisme. Donc Pearson, grand statisticien de l'époque, Julian Huxley, inventeur de la théorie synthétique de l'évolution, fondateur de l'UNESCO, qui va être un partisan très important de l'eugénisme. Son frère Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, était d'ailleurs lui aussi eugéniste avant la guerre. C'est seulement après la découverte des camps de concentration que tout le monde va tout d'un coup se réveiller et se dire que ça ne va pas. Et Huxley, dans un livre qui s'appelle Le retour au meilleur des mondes, Brave New World Revisited, explique que toute société qui essaie de standardiser l'individu humain comme un crime contre la nature biologique de l'homme. Mais ça, c'est seulement après Nuremberg. Il faut bien comprendre que c'est à Nuremberg que ces choses-là se sont arrêtées, qu'on a dit stop, on n'a pas le droit d'attenter de cette façon à la dignité humaine, et que du coup, l'eugénisme s'est progressivement arrêté dans les pays occidentaux. Les dernières lois eugénistes ont été abrogées dans les années 70 dans la plupart des pays. Alors, de l'autre côté du rideau de fer, il se passait tout à fait autre chose. Il y avait un grand généticien qui s'appelait Vavilov, une grande école de génétique. Vavilov sera mis en prison et il mourra de faim en 1943, comme tous les généticiens soviétiques, parce que Lysenko a réussi à convaincre Staline que la génétique était une science réactionnaire de droite. Donc on retombe sur ce que je vous ai dit au début. Et pourquoi ? Parce que la génétique dit qu'il y a des différences à la naissance chez les individus et que ça, c'était intolérable pour les gens de gauche du début du XXe siècle. Donc vous voyez, ce clivage très très fort, il a des bases historiques, il a aussi des bases actuelles, on y reviendra. Dès le début, pourtant, la génétique a insisté sur le fait qu'il y avait des gènes, mais il y avait aussi l'environnement qui jouait sur la façon dont sont déterminés les individus et qu'il faut prendre les deux en compte pour comprendre ce qui se passe. Donc ça a été, entre autres, découvert par un dénommé Johansen qui travaillait sur des tailles de haricots, mais il y a eu beaucoup d'expériences qui ont montré ça. Et progressivement, donc, le darwinisme et la génétique se sont réunis et on en est arrivé à faire ce genre de dessin que vous avez ici, que tous les biologistes voient en permanence sous leurs yeux à l'heure actuelle. À gauche, vous avez l'histoire des êtres vivants. Et puis à droite, vous avez une petite grille qui vous donne le nombre de différences pour un gène donné. Donc là, c'est le gène d'hémoglobine alpha, ça n'a aucune importance. Combien il y a de différences entre ces deux organismes ? Vous voyez, entre un homme et un cheval, il y a 18 différences. Entre un homme et une souris, il y en a 16. Entre un homme et un poulet, il y en a 35. Entre un homme et une salamandre, 62. Entre un homme et une carpe, 68. Et entre un homme et un requin, 79. Bon, ça, ces chiffres-là n'ont pas étonné terriblement les gens, puisque on s'attendait à ressembler plus à un cheval qu'à un requin. Bon. Mais là où c'est surprenant, c'est quand on regarde dans l'autre sens, parce que le requin, lui, il ne ressemble pas plus à la carpe qu'à l'homme. Et on a fini par comprendre qu'en réalité, quand on regarde les gènes, ce qu'on retrouve, c'est l'histoire des formes vivantes. C'est-à-dire que le requin s'est séparé du reste des vertébrés il y a très longtemps. Et parmi les vertébrés, il y en avait qui avaient des os, donc c'est des poissons osseux, et c'est parmi ceux-là que sont sortis les batraciens, puis les mammifères et les oiseaux. Donc, du coup, c'est normal que le requin ne ressemble pas plus à une carpe qu'à un humain, puisqu'il est séparé depuis aussi longtemps de la carpe que du requin. Et en fait, en regardant ces arbres, on a fini par se rendre compte que
Si on regarde les lignes qui est à gauche, qui relient les êtres vivants, donc c'est des lignes de généalogie, vous voyez, hein. On regarde un ancêtre commun, puis comment il donne un requin, comment il arrive à un humain, etc. Eh bien, tout compte fait, si je me pose la question, qu'est-ce que j'ai hérité, moi, de cet individu qui vivait il y a très longtemps, là, hein, je pense que, vous voyez ici, donc, il y a un individu qui vivait, là, il y a très longtemps, et puis il a donné un requin, il a donné moi. Qu'est-ce que j'ai hérité de lui? Ben, tout ce que j'en ai hérité, c'est ces gènes. Et ça, je les retrouve parce que je retrouve les mêmes gènes chez le requin et chez moi, avec quelques différences, mais quand même les mêmes. Et progressivement, on s'est rendu compte que ce qui se promène le long des lignes, tout compte fait, c'est l'information génétique. C'est-à-dire que les individus sont traversés par cette information, mais que cette information passe à travers les générations. Hein, donc, si on se pose la question, qu'est-ce qui est conservé au cours de l'évolution? Qu'est-ce qui est gardé le long de ces lignées? Eh bien, tout compte fait, et du coup, sur quoi la sélection agit? Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les êtres vivants, tout compte fait, ne sont pas sélectionnés, ils meurent tous. Ce qui va être sélectionné, c'est les gènes qui ont été transmis par ces êtres vivants. Si certains gènes fabriquent des organismes qui les reproduisent bien, on va beaucoup les retrouver. Si certains gènes produisent des individus qui les reproduisent peu, ils vont se disparaître. Et donc, en fait, la sélection, elle favorise les gènes qui ont produit les individus qui les reproduisaient le mieux. Et on peut voir de ce point de vue-là toute l'évolution comme l'histoire d'une information génétique qui a progressivement fabriqué tous les êtres vivants pour se reproduire. C'est-à-dire que les individus ne sont plus vus comme une espèce de fin en eux-mêmes, mais comme les moyens par lesquels l'information génétique se reproduit. Hein, on peut dire que les individus sont des artifices inventés par les gènes pour se reproduire. C'est une phrase d'un automaticien genevois des années 70. Voilà. C'est un peu choquant, c'est un peu désagréable de se dire qu'on est juste une espèce de véhicule qui transmet les gènes d'une génération à l'autre, mais rassurez-vous, on s'y fait très bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va pouvoir revisiter la biologie en voyant ces êtres vivants comme ces transmetteurs de gènes, mais il reste la question de savoir que déterminent les gènes. Alors, il y a des choses qui sont vraiment très déterminées par les gènes. Par exemple, le fait de pouvoir mettre la langue en rouleau comme ça. Voilà, il y en a qui peuvent, d'autres pas. Et clairement, voilà, il y a un gène qui fait qu'on peut ou qu'on ne peut pas. On peut aussi la retourner, on peut aussi la mettre en trèfle comme ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui pourront montrer aux autres après comment ça marche. Mais ça, moi je ne peux pas vous montrer. Donc j'ai fini par photographier une étudiante pour pouvoir le montrer aux gens. Voilà. Et puis il y a des trucs qui sont déterminés que par l'environnement. Par exemple, il y a des gens qui ont un accent londonien très fort, et ben, c'est des gens qui sont nés à Londres. Ça n'a rien à voir avec leur gène, c'est juste l'environnement. Mais la plupart des caractères, il y a les deux, les gènes et l'environnement. Et alors la question que tout le monde se pose, c'est combien pour chaque? Et je vous avoue que c'est une drôle de question. J'ai eu du mal avec cette question pendant longtemps, parce que si je me demande combien pour chaque, eh bien, je vais pouvoir dire, il faut les deux. Hein. Alors j'ai essayé de réfléchir à ça, et un jour je regardais une course de moto, et il y avait le gagnant qui était tout heureux, et le commentateur qui arrive et qui lui demande quelle est la part de la moto et la part du pilote dans la victoire. J'ai tendu l'oreille en me demandant ce qu'il allait répondre. Il a répondu 50-50. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que sans la moto, il avait 2 fois moins de chances de gagner, ou la moto sans lui aussi? Qu'est-ce que ça veut dire 50-50? Alors pour les motos, on ne peut pas répondre, mais pour il y a des courses d'obstacles à cheval qui effectivement permettent de répondre à cette question. Vous avez 4 cavaliers qui se présentent chacun avec son cheval, et ils vont faire le parcours, et on regarde le classement. Mais oui, pardon, la chose intéressante, c'est qu'une fois qu'ils ont fait le parcours, ils échangent de cheval et ils recommencent. Et ils font ça 4 fois, ce qui fait qu'à la fin, chaque cavalier a essayé chaque cheval et réciproquement. Donc du coup, si je trouve un résultat comme celui-là, vous voyez, c'est toujours le même cavalier qui est premier, le même qui est deuxième, le même qui est troisième, le même qui est quatrième, quel que soit le cheval, vous allez dire, le résultat est déterminé par le cavalier. Si au contraire, je trouve que c'est toujours le même cheval, etc., vous allez dire, le résultat est déterminé par le cheval. Si vous trouvez un résultat comme ça, c'est un peu plus compliqué. Alors vous allez pouvoir faire des statistiques. Vous faites la somme par ligne déjà et par colonne, vous allez trouver que les chevaux, la somme des résultats, ça fait entre 8 et 12, et que les cavaliers, ça fait entre 5 et 15. Vous voyez que ça veut dire que les cavaliers, ils influent plus sur le résultat que les chevaux, puisque l'écart est plus grand entre les cavaliers qu'entre les chevaux. Et bien voilà, en gros, quand on parle de part de l'environnement et de part des gènes dans la détermination d'un caractère, en fait, on parle des parts de l'environnement et des gènes dans la variation de ce caractère. Dans la variation, c'est très important. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire quelle est la part des gènes et de l'environnement dans un caractère qui ne varie pas, comme le nombre de jambes.
Mais si jamais j'ai des choses qui sont variables, alors je vais pouvoir dire quelle est la part de variation qui est due à des variations génétiques et la part qui est due à des variations environnementales. Et évidemment, ça dépendra des chevaux et des cavaliers et du parcours. Donc ça va dépendre de plein de choses. Et donc, si je vous dis que, je sais pas moi, le QI des enfants scolarisés en France dans les années 1980 était héritable à 50%, c'est un résultat qui a été trouvé, c'est valable que pour les enfants français scolarisés dans les années 80. Évidemment, ça ne sera pas valable ailleurs. Ce n'est pas une caractéristique de la biologie, c'est une caractéristique du système dans son ensemble. Alors ça a permis d'améliorer les plantes, de faire ça, mais je voudrais vous rappeler une chose très importante, c'est que en changeant l'environnement, on peut changer l'effet des gènes. Alors, je voudrais vous donner 3 exemples pour bien vous convaincre de ça. Premièrement, il y a un truc qui s'appelle la galactosémie. C'est une maladie qui fait que les bébés ne digèrent pas le lactose. C'est pas pareil que l'intolérance au lait. Hein. C'est vraiment, les bébés ne digèrent pas le lactose. Du coup, ça les tue parce qu'ils accumulent du lactose dans leur sang et ça tue leurs cellules nerveuses. Donc les bébés à qui on donne galactosémiques, à qui on donne du lait, ils meurent. Jusqu'aux années 70, c'était une maladie mortelle des bébés. Voilà. Eh bien, dans les années 70, on a trouvé qu'on pouvait tester à la naissance, et quand un bébé naît en France, eh ben, on teste tout de suite si jamais il est galactosémique ou pas. C'est très facile à tester. S'il est galactosémique, on dit aux parents stop, vous ne lui donnez pas de lait, on lui donne une nourriture de substitution, et il se porte très bien, et il s'en fout de ne pas digérer le lait quand il est plus grand. Donc, ce n'est plus une maladie. Donc, vous voyez, une maladie qui était strictement génétique avant, maintenant, dans notre environnement, ce n'est plus une maladie. Mais évidemment, si vous allez en Afrique profonde où il n'y a pas de système médical comme le nôtre, eh ben, ces enfants, ils meurent encore. Donc cette maladie, maintenant, elle est largement déterminée par l'environnement, alors qu'elle avait l'air strictement génétique au départ. Deuxième exemple très simple, hein, on a une épidémie d'obésité dans le monde. On trouve des gènes d'obésité, c'est-à-dire des gènes qu'on trouve beaucoup plus souvent chez les obèses que chez les autres, mais les grands-parents ou les arrière-grands-parents de ces individus obèses n'étaient pas obèses. Donc le même gène qui rend obèse aujourd'hui ne rendait pas obèse dans l'environnement d'il y a un petit siècle. Et puis, exemple classique, les problèmes de sexe et de genre. Il y a des chromosomes X et Y. Vous pouvez montrer facilement que eh bien, le chromosome X, actuellement, par exemple, chez les jeunes, détermine très très largement le fait d'avoir les cheveux longs, alors que le chromosome Y détermine le fait d'avoir les cheveux courts, puisque la plupart des gens du XY ont des cheveux courts et les gens XX ont des cheveux longs. Mais évidemment, c'est dans l'environnement actuel que ça fait ça. Quand j'étais jeune, c'était très très différent, je vous assure. On avait tous les cheveux longs, sauf les filles. Voilà, donc l'environnement, les gènes ne s'expriment pas comme ça, ils s'expriment dans un environnement donné. Vous ne pouvez pas savoir ce que fait un gène hors d'un environnement. Et donc, bien sûr, pour le sexe comme pour le reste, il y a des effets de comportement qu'on va observer, de différences de comportement entre hommes et femmes, mais ces différences de comportement ne seront valables que dans un environnement donné. Et dans un autre environnement, eh ben, on aura autre chose. Alors tout ça suppose donc qu'il y a bien quelque chose de transmis au cours du temps et que ce quelque chose, eh bien, il faut bien appeler ça de l'information. Alors ça a été proposé donc, au milieu du XXe siècle par un grand physicien, Schrödinger, qui a écrit un livre qui s'appelle What is Life, où il disait qu'il doit y avoir une information écrite dans les êtres vivants. Il s'est trompé, il pensait que c'était dans une protéine, il n'avait pas compris que c'était dans l'ADN, mais à part ça, il avait raison. Et cette information écrite, eh bien, on va voir qu'elle est écrite donc sur une double hélice d'ADN. Bon, mais il n'y a pas que l'ADN. L'ADN, donc, c'est le message écrit. Mais un message écrit, eh ben, ça ne suffit pas à faire quelque chose. Il va falloir le lire. Hein. Et ça, c'est un point très important. Alors, sur l'ADN, l'information génétique est codée. Et l'information codée, et je voudrais vous dire qu'il y a un parallèle extraordinaire entre l'information génétique et notre information culturelle. Une information codée, elle est nécessairement portée sur un support matériel, aussi amorphe que possible. Pourquoi est-ce que le papier, c'est un bon truc pour écrire? Parce que le papier, a priori, si vous ne le mettez pas dans l'eau, etc., ben, il se maintient très longtemps. Voilà. L'ADN, c'est pareil, c'est une molécule incroyablement stable. C'est une molécule qui ne fait rien. L'ADN ne bouge pas, elle n'a aucune propriété chimique forte. Hein. Elle peut être recopiée, hein, vous pouvez photocopier un texte sur du papier et la molécule d'ADN peut être recopiée. On peut changer de support. Hein, vous pouvez photocopier votre feuille de papier, mais vous pouvez aussi la scanner et la mettre dans des puces informatiques. Vous pouvez donc aussi la prendre par cœur, donc mettre le texte dans vos cellules nerveuses. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ça va être codé sur un support matériel. On ne sait pas toujours bien comment. Dans le cerveau, on ne sait pas comment c'est codé, mais c'est codé. Et en plus, donc la matière, l'information, elle est portée par de la matière, mais elle n'est pas réductible à ce support matériel, puisqu'elle peut changer de support et ça reste la même.
En revanche, elle a une autre caractéristique, c'est qu'elle peut être lue. Ça veut dire qu'il y a un système qui doit pouvoir la lire. Et ceci se produit toujours dans un environnement donné. Alors, je voudrais vous dire que on dit souvent que les gènes produisent des protéines ou que les gènes produisent des organismes. Ça, c'est pas vrai. Les gènes ne font rien. Ils sont écrits sur l'ADN et ils bougent pas. Ils font absolument rien. Un texte ne fait rien tant qu'on ne le lit pas. Vous voyez, voilà un texte là, et je vais vous demander ce que vous en pensez. À la sortie, je vous ferai une petite interro. Voilà. Et ben, voilà. Vous n'allez rien apprendre sur ce texte parce qu'il est illisible pour vous, comme pour moi d'ailleurs. C'est du faux texte en fait. Ça, c'est des trucs qui servent aux imprimeurs pour mettre en page les livres, mais ça ne veut rien dire. Tant qu'un texte n'a pas de signification, il a beau être un texte, il ne veut rien dire, il peut rien faire, on ne peut rien faire avec. Et moi, ça me pose un problème, vous voyez, parce que les gènes donc n'agissent pas, l'information n'agit pas en elle-même, elle est amorphe, elle est portée par des supports matériels amorphes. Et pourtant, elle peut avoir des influences sur la matière. Par exemple, si je vous demande, regardez ce point rouge, s'il vous plaît, regardez-le, voilà. Vous bougez les yeux, merci, c'est gentil. Eh bien, c'est extraordinaire. Je vous ai envoyé une information et du coup, une conséquence matérielle de cette information est apparue, le fait que vous avez bougé. Il y a des tas d'autres exemples. Vous voyez, le Capital de Marx ou la Bible, c'est des textes. Évidemment, le Capital lui-même, il ne fait rien, la Bible non plus, mais une fois que les gens les lisent, alors là, du coup, ça en fait des actions. Les humains sont en fait des machines à transformer l'information codée en action. Eh bien, je voudrais vous prendre un autre exemple, l'exemple d'une recette de cuisine. Si je vous prends une recette de tarte aux pommes, vous voyez, dire qu'un gène fait une protéine, c'est pareil que de dire qu'une recette de cuisine a fait une tarte aux pommes. Une recette de cuisine n'a jamais fabriqué de tarte. Ce qui fabrique la tarte, c'est le cuisinier. D'accord, c'est clair ça? Donc vous avez la recette, vous avez le cuisinier. Et en plus, ça se passe dans un environnement donné, dans une cuisine, avec des ingrédients, avec du matériel, un four, etc. Et donc, il y a 3 éléments systématiquement dans ces histoires d'information. L'information codée, qui va être lu. Alors pour l'ADN, il va être lu par tout un système qu'on connaît très bien maintenant. Il y a tout un système de lecture qui lit les lettres 3 par 3, etc., avec un code qui est connu. Et à partir de là, ça va permettre, à partir d'une cellule et de son ADN, d'en fabriquer plusieurs, d'un embryon, puis on va devenir un fœtus. Et puis voilà, à un moment où vous savez qu'on avait tous une tête comme ça, après on avait tous une tête comme ça, et pas terrible, mais voilà, on ressemblait à ça. Et puis à la fin, il y a nous. Voilà. Tout ça, c'est le résultat de la lecture de l'ADN qui va progressivement produire un organisme partout. Donc vous voyez que l'ADN, tout est écrit dessus sur comment faire ça, mais il faut un système qui le lise pour le faire. C'est pareil qu'une tarte aux pommes, un peu plus compliqué. Donc en fait, c'est ça l'idée de la triple hélice de Lewontin, c'est qu'il y a un message codé, l'ADN, et ça c'est de l'ordre de la génétique, il y a tout ce qui lie l'ADN, et là-dedans, il y a de l'information, et ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on appelle ça l'information épigénétique. C'est-à-dire que c'est une information qui est dans l'organisme, mais pas dans ses gènes, et qui change la façon dont l'organisme lit les gènes. Et puis, il y a l'environnement. Vous avez systématiquement ces 3 éléments-là. Alors, pour reprendre une petite comparaison, j'en ai pour 2 minutes encore, donc ça devrait aller. Je voudrais vous prendre une autre métaphore que celle de la recette de cuisine, c'est celle des musiciens, des violonistes dans un orchestre. Quand des violonistes jouent une partition dans un orchestre, il faut vous savez, quand vous devez jouer une note au violon, vous pouvez soit pousser l'archet, soit le tirer. Si vous poussez, vous partez de la pointe et vous allez vers le talon. Si vous tirez, vous allez du talon vers la pointe. Et il faut que tous les violonistes fassent la même chose dans un orchestre. Donc, aux répétitions, on se met d'accord. Et chaque violoniste va écrire sur sa partition au crayon un petit dessin de talon si jamais il doit tirer, un petit dessin de pointe si jamais il doit pousser. Et ils vont tous faire la même chose, comme ça vous verrez l'orchestre où tout le monde fait la même chose et ça sera joli et ça ira bien. Quand ils ont fini le concert et qu'ils en referont un autre avec un autre chef, ils vont gommer les petites marques et ils en remettront d'autres selon comment le nouveau chef veut que ça se passe. Eh bien, dans notre organisme, c'est la même chose. Notre organisme lit l'ADN et met des petites marques sur l'ADN. Ça, c'est des groupements méthyl, donc c'est un carbone et 3 hydrogènes qui peuvent se coller sur l'ADN. Ça s'appelle une méthylation. Et ces méthylations, elles sont collées sur l'ADN. Et elles peuvent être recopiées avec l'ADN, mais parfois pas. Donc c'est exactement comme des marques au crayon qu'on peut effacer et remettre. Donc vous voyez, tout ça est extraordinairement similaire. Vous avez donc le système de lecture, le message, le système de lecture qui décide comment il va lire le message, et puis l'environnement qui va influer sur tout ça.
Donc voilà, on a toujours, quand on a de l'information codée, un message, un décodeur, un environnement. Hein, dans le cas de la cuisine, c'est la recette, le cuisinier, la cuisine. Dans le cas de la musique, c'est la partition, l'interprète et le lieu dans lequel ça se passe. Hein. Ça ne donnera pas tout à fait pareil si un musicien joue dans le métro ou à la salle Playel. Et puis, pour la biologie, le génome, l'organisme et le milieu, avec des informations génétiques, épigénétiques et environnementales. Donc, je voudrais terminer en vous disant que du coup, eh bien, évidemment, l'étude de alors on a beaucoup parlé de génétique et d'environnement, et aujourd'hui, on découvre l'épigénétique, et c'est un programme de recherche très important. C'est un programme de recherche nouveau, déjà, un petit peu. Oh, ça fait longtemps qu'on savait qu'il y avait des trucs comme ça, mais c'est devenu très important dans la communauté scientifique. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Les informations de l'organisme, celles qui disent comment on va lire l'ADN, celles qui peuvent être gommées, combien de temps est-ce qu'elles se maintiennent? Est-ce qu'elles peuvent se maintenir sur plusieurs générations? On a constaté que des gens, une population dans le nord de l'Europe qui avait subi une famine, eh bien 3 générations après, on trouvait encore des effets chez les enfants. Hein. Et ça, c'est donc de l'épigénétique. On a aussi montré, on peut se poser la question de savoir est-ce que l'information épigénétique peut avoir une influence sur l'information génétique elle-même. Ça, pour le moment, on n'a pas de preuve de ça, mais peut-être à travers le fait de changer la manière dont la sélection fonctionne. Quelles sont les interactions entre l'épigénétique et l'environnemental? Ça, c'est sûr que ça en a. C'est-à-dire que comme mon environnement influe sur moi, ça peut influer sur la manière dont je lis mes gènes. Et donc, toutes ces questions, c'est des programmes de recherche importants. Mais derrière ça, il y a aussi un programme idéologique. Parce que, vous avez vu, hein, il y a plein de gens qui aimeraient bien se débarrasser des gènes. D'une certaine façon, ce que les gènes ont d'embêtant, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas maître de soi, en quelque sorte. L'individu aimerait reprendre le pouvoir sur cette information codée. Et on aimerait bien, on n'est pas content que cette information codée, elle soit transmise indépendamment de nous. Alors, l'information épigénétique, elle dépend de nous. Et du coup, elle plaît à beaucoup de gens, surtout les gens vraiment à gauche. Et donc, du coup, ça rend l'hérédité plus réversible, ça redonne la primauté à l'individu sur son hérédité. Donc, vous voyez, si vous entendez parler d'épigénétique, faites attention, il y a des gens qui vont vous dire ça va tout révolutionner. Je pense qu'en général, c'est une position beaucoup plus idéologique que scientifique. Il y a sûrement des choses à découvrir là-dessus. Mais vous voyez que quand on commence à comprendre comment les êtres vivants sont des machines à transférer l'information biologique, génétique, et puis l'information sociale, l'information culturelle, eh bien, nous sommes des machines à transférer toutes ces informations. Et si vous regardez le monde vivant comme ça, vous verrez qu'il y a plein de choses qui s'éclairent dans la façon dont fonctionne notre monde et dans la façon dont nous fonctionnons nous-mêmes. Il est clair que chez les humains, les gènes, au fond, ont fabriqué des êtres capables de transférer avec une telle efficacité une information culturelle que tout compte fait, il y a moins besoin de sélection parce que les êtres humains arrivent à s'adapter à tout grâce à leur culture, à leur transmission culturelle. Et donc on a chez les humains une transmission culturelle qui a un peu pris le pas sur la transmission génétique. Et aujourd'hui, on en est à un stade extrêmement poussé puisque nos capacités de transmission culturelle sont devenues énormes, nos capacités de stockage sont devenues énormes grâce aux ordinateurs. On transfère beaucoup de nos informations culturelles, non plus sur du papier, non plus seulement dans notre cerveau, mais aussi dans des ordinateurs. Je pense qu'on va en reparler sûrement un petit peu. Et donc, je pense que comprendre ce que c'est qu'un être vivant, c'est nécessairement voir ces êtres vivants comme des machines à transférer de l'information, à la reproduire et à la sélectionner. Voilà, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer dans ce livre que j'ai écrit avec 2 collègues physiciens, dont l'un travaille sur l'intelligence artificielle et l'autre sur les écosystèmes. Et donc voilà, si vous en voulez en savoir plus, c'est dans ce livre que ça se trouve, mais l'idée de base, c'est de présenter le vivant à travers, non plus comme des entités matérielles, mais comme des entités transmettrices d'informations. Voilà, merci. Magnifique, magnifique. Vraiment passionnant. Pierre-Henri, avant de laisser la parole à la salle, je voudrais vous poser une question. Vous l'avez mentionné dans votre présentation, c'est pas ce dont nous avions parlé avant. Vous avez mentionné le transhumanisme, hein, qui est quand même une question, enfin, quelque chose de très important à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur le transhumanisme pour sauver l'humanité. Je profite du fait que nous vous avons sous la main. Votre point de vue, à vous, c'est quoi le transhumanisme? Donc le transhumanisme, il consiste à dire que l'évolution biologique n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on voudrait chez les humains et que maintenant c'est l'évolution technologique qui doit guider l'avenir de l'humanité, que les humains du futur seront de plus en plus équipés. Alors on est
de prothèses, si vous voulez. Alors des prothèses, on en a déjà tous. On a des téléphones portables. Dès qu'on se pose une question, tac, on va regarder dans Google, et Wikipédia, etc., les réponses à nos questions. Mais évidemment, ça serait encore plus simple si on avait une puce dans le cerveau qui nous permettait directement d'interroger Google. Donc Google travaille là-dessus. On pourrait être plus fort, on pourrait améliorer notre corps avec tout ce qui est bionique, etc. On pourrait avoir des puces à l'intérieur de nous qui transmettent des choses, etc. Il y a déjà des essais, des choses qui se font, alors qui se font pour le moment soigner des handicaps. Par exemple, des gens qui sont totalement paralysés, on peut leur mettre une puce dans le cerveau pour qu'ils puissent allumer la télé et changer de chaîne en y pensant, sans bouger. Ça, c'est déjà faisable. Et puis, la forme extrême des transhumanistes, c'est l'idée qu'on devienne immortel grâce au fait qu'on recopie notre cerveau entièrement dans un ordinateur. C'est-à-dire qu'on quitte vraiment la biologie pour passer entièrement à la silice. Moi, j'avoue que ça m'effraie totalement. J'espère qu'ils mettront dans leurs ordinateurs un truc pour que les gens puissent arrêter l'ordinateur. Les pauvres, vous vous imaginez enfermés dans un ordinateur pour l'éternité. Moi, ça me dit rien personnellement, mais bon, surtout... alors bon, voilà, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sciences et des techniques, et que je constate qu'à chaque fois qu'on a voulu faire un surhomme nouveau, ça a conduit, parce que je vous ai parlé du surhomme nazi, si vous voulez, hein, ça a donné, on sait ce que ça a donné. Je vous ai un tout petit peu moins parlé de ce qui s'est passé en URSS, mais en URSS, on voulait aussi fabriquer l'homme nouveau, mais là, comme c'était un homme nouveau de gauche, il était fabriqué par un changement d'environnement. Il n'y avait pas besoin de changer les gènes, tout le monde était pareil, mais il fallait changer l'environnement, et donc la révolution prolétarienne était censée fabriquer une remise à zéro des compteurs et refaire des individus extraordinaires. Dans les deux cas, ça a été une catastrophe. Je pense que le fait de vouloir faire des hommes nouveaux, pour le moment, ça a toujours très très mal fini, et donc je ne suis pas très rassuré avec ce que sont en train de nous faire les transhumanistes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Beaucoup de gens sont inquiets du transhumanisme, mais c'est quand même en train de diriger pas mal de choses, Google étant, je vous le rappelle, l'entreprise la plus puissante de la planète Terre. Oui, mais là où on voit la puissance des transhumanistes, c'est qu'ils proposent aussi une convergence comme celle que je vous ai montrée là pour les eugénistes. La convergence, ils l'appellent NBIC, nanotechnologie, biotechnologie, informatique et cogniscience, donc sciences de la cognition. Et donc c'est la convergence de ces 4 trucs-là qui devrait nous permettre de devenir des surhommes du futur. Et les transhumanistes ont beaucoup œuvré pour le développement des nanotechnologies, et ils ont obtenu que tous les États développés mettent énormément de moyens dans ces nanotechnologies, dans la fabrication de petits robots, etc. etc. Donc il y a d'ailleurs le dernier prix Nobel de chimie qui est un petit peu dans cette mouvance. Donc je pense qu'effectivement, on ne doit pas sous-estimer la puissance de ces groupes, et on peut se poser la question de savoir quel est le monde qu'ils nous préparent. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris, vous venez de dire que le prix Nobel de chimie de 2016 est dans la mouvance... Il est spécialiste des nanomoteurs. Ouais. D'accord. Merci pour l'information. Avez-vous des questions, des réactions? Je ne vois pas très très bien, mais les micros sont là. Merci, mesdemoiselles. Quelqu'un pour prolonger, approfondir? Vous pouvez faire des commentaires. Madame qui est en fait Emmanuelle Pomettan. Je voudrais bien que vous précisiez ce que vous avez dit à la fin. Vous avez dit en fait que le système de sélection de Darwin était moins en œuvre parce que justement l'être humain était de plus en plus capable de transférer les informations culturelles. C'était ça? Oui. Et après, vous... Enfin, c'est-à-dire que les humains peuvent s'adapter sans avoir besoin de changer leur gène. Vous voyez, pour ça, parce qu'il faut bien voir que l'adaptation darwinienne, elle suppose qu'il y ait une grande partie des individus qui disparaissent. Pour que le darwinisme, la sélection darwinienne, elle suppose que voilà, il y en a qui seront adaptés, qui vont réussir, et puis d'autres qui ne sont pas adaptés, puis voilà, ils mourront ou ils ne feront pas de descendants, et donc c'est seulement ceux qui seront adaptés qui survivent et qui laissent des descendants. Dans le monde actuel, humain, une grande partie des adaptations est sociale. Et donc, ce n'est pas des différences génétiques qui font le fait que les individus sont plus adaptés que d'autres. Bien sûr, il y a des différences génétiques qui peuvent continuer à jouer. On sait par exemple que chez les humains qui faisaient de l'élevage depuis longtemps, d'élevage produisant du lait, on trouve des gènes de digestion du lait, alors que
les populations humaines qui n'ont pas développé d'élevage producteur de lait ne peuvent pas digérer le lait. Donc il y a des évolutions biologiques qui se produisent encore. Mais indéniablement, aujourd'hui, si vous voulez, les gènes ont fini par fabriquer un organisme qui arrive à avoir une autre information que l'information génétique, bien plus rapidement adaptable que l'information génétique, et qui, du coup, évidemment, des gènes qui arrivent à fabriquer ça vont se reproduire mieux que des gènes qui vont faire des individus qui ne peuvent pas s'adapter. Donc la sélection darwinienne a favorisé l'émergence de gènes qui produisaient des individus qui étaient adaptables socialement. Par l'épigénétique, plus facilement par l'épigénétique. Par les par la culture. Par la culture. Mais et les marques Ah non, les marques, ça c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, il y en a aussi bien chez les humains que chez les autres. Il y en a chez tous les êtres vivants. Et pourquoi vous avez dit du coup que c'est d'autant plus important que maintenant on a des capacités de stockage dans nos ordinateurs? C'est comme beaucoup plus grand dans nos ordinateurs. C'est-à-dire que notre information culturelle, on a une information génétique qui est stockée sur notre ADN. Et puis on a une information culturelle qui était stockée dans des livres essentiellement. Acquise, on va dire. Et qui était qui est en quelque sorte l'ADN de notre culture. Mais, sauf que ça évolue pas pareil. Il n'y a pas que de la sélection. L'information culturelle, l'hérédité des caractères acquis existe. Vous pouvez apprendre quelque chose et le transmettre. Donc effectivement, jusqu'à présent, on avait le stockage des livres qui était déjà énorme. Mais aujourd'hui, nos capacités de stockage d'informations culturelles se sont multipliées par des facteurs de plusieurs, je ne sais pas combien, moi, 10 puissance 10, 20, en teraflops. Donc aujourd'hui, l'espèce humaine s'est dotée d'une mémoire culturelle qui est devenue beaucoup plus importante que sa mémoire génétique en quantité. Alors, qu'est-ce qu'elle en fera? Ça se discute. Comment elle est sélectionnée, cette information culturelle? Ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas si bien que ça. Alors, les idées sur le fait que c'est les gènes qui sont sélectionnés et pas les individus, elles ont été pas mal popularisées par un Anglais qui s'appelait Richard Dawkins, qui a écrit un livre qui s'appelle Le gène égoïste, qui est un livre un peu provocateur, mais très, très, très pédagogique. Et à la fin dans la deuxième partie de son livre, il parle d'information culturelle et il parle de la sélection sur les informations culturelles. Et il propose qu'il existe dans la culture des éléments d'information comme les gènes, mais dans la culture, c'est-à-dire des choses qui rentrent dans votre cerveau, qui rentrent dans votre mémoire, et que vous allez répéter. Et plus vous les répéterez, plus ces choses seront sélectionnées. Donc il y a une sélection dans l'information culturelle en fonction du fait que si vous apprenez quelque chose et que vous le répétez beaucoup, ce quelque chose sera plus sélectionné que si jamais vous apprenez un truc et que vous n'avez pas du tout envie de le répéter aux autres. Dawkins a nommé ça des mèmes, les gènes dans le génome, les mèmes dans la mémoire. Et c'est intéressant parce que le mot mème maintenant est devenu un mot extrêmement commun. Tous les blogueurs connaissent ce mot. Ça désigne effectivement une information virale qui se reproduit dans les systèmes d'information du web. Et donc personne ne sait que c'est un généticien qui a inventé ce concept, mais en fait le concept de mème a un beau succès sur le plan justement en tant que mème lui-même. Je vois une main. Bernard Accard. Bonjour. Vous avez cité Lysenko. J'avais toujours été très étonné de voir que cette négation de l'hérédité s'était traduite par des famines et que surtout que ça durait très longtemps, des dizaines d'années. Et naturellement, les statistiques étaient faussées pour plaire à Staline. Alors, de nos jours, au contraire, dans la génétique, on voit des moyens extraordinaires à travers les OGN. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver aussi à créer des catastrophes avec cette espérance ou cette technologie? Alors effectivement, je vous remercie d'en parler. Je pense que c'est important parce que souvent, en France, on est beaucoup plus... La culture française est beaucoup plus fondée sur les sciences humaines que sur les sciences dures, avec la biologie en particulier. Et du coup, quand on parle de la faillite de l'agriculture soviétique, en France, on l'explique toujours par les kolkhozes et le fait que socialement, ça ne marchait pas. Et vous avez parfaitement raison. L'agriculture soviétique s'est largement cassé la figure à cause du fait qu'elle reposait entièrement sur une science fausse, qui était donc cette folie que Lysenko avait inventée, qu'il appelait le mitchorinisme. Bon, ça ne vaut pas la peine qu'on le développe, mais en tout cas qui était
un truc un peu comme du Lamarck, mais encore plus délirant. Enfin bref, c'était complètement faux, quoi. Et du coup, ça a envoyé l'agriculture soviétique dans le mur. Ce qui est incroyable, c'est que Lysenko est resté à la tête donc, de l'Institut d'agrobiologie pendant, comme vous le disiez, plusieurs dizaines d'années. Que évidemment, il n'y avait pas moyen de savoir quelles étaient les vraies conséquences agronomiques, puisque les statistiques étaient fausses. Et que c'est seulement donc, à la première visite d'un chef d'État soviétique aux USA, donc à la fin de la guerre froide, qu'il y a eu tout d'un coup un choc culturel quand il a vu ce que c'était que des champs aux USA et qu'il a pu comparer avec ce qu'il voyait chez lui. Là, il s'est rendu compte qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et ils ont gentiment mis Lysenko de côté. Ils l'ont pas condamné du tout. Hein. Il est resté directeur de son institut jusqu'à la fin. Mais ils ont commencé à réhabiliter la génétique. Mais ils avaient pris plusieurs dizaines d'années de retard dans ce domaine. Alors, le problème, c'est qu'une technique, ça peut... Voilà, une science, une connaissance scientifique, c'est une connaissance scientifique. Après, les techniques qu'on développe à partir de là, elles peuvent être bonnes ou mauvaises selon la façon dont on les utilise. C'est toujours pareil, un couteau, c'est bien pratique pour couper de la viande quand on a faim, ou une plante si on est végétarien, mais ça peut aussi servir à tuer quelqu'un. Et le problème, c'est que les méthodes génétiques, les techniques génétiques qu'on a développées pour le moment avec les OGM en particulier, mais pas seulement d'ailleurs, elles sont liées à un fonctionnement qui me semble tout à fait dangereux, qui est le fait de breveter ces gènes. Tous les gènes, tous les OGM, toutes les plantes, et pas seulement les OGM, mais aussi des nouvelles choses qui sont faites avec des nouvelles méthodes dont vous entendrez sûrement parler. Il y en a une qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui est en train de devenir la coqueluche de toute la biologie. Eh bien, tout ça, c'est breveté. Et à partir du moment où c'est breveté, eh bien, ça empêche toute diversification, puisque seul le propriétaire du brevet a le droit de cultiver la plante en question. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on est en train d'homogénéiser terriblement toutes les plantes cultivées et qu'on se prépare certainement à des grosses catastrophes aussi. Donc je pense que vous avez raison. La génétique, c'est une science qui prédit bien les choses, mais si elle est mal utilisée, elle peut, comme le couteau, avoir des conséquences tout à fait catastrophiques. Vous avez évoqué quelque chose que j'aimerais bien que vous approfondissiez. En dehors des OGM, quelles sont ces choses dont on va entendre parler dans le futur ou très bientôt et bizarres qui sont faites à partir des gènes ? On commence à être capable de modifier le génome de façon relativement précise. Les OGM, c'était vraiment du bricolage vraiment très très primitif. Hein. C'est-à-dire qu'on faisait rentrer des gros bouts d'ADN avec des tas de trucs qui servaient à rien dans les génomes. Et il s'intégrait n'importe où dans le génome, ça pouvait avoir des conséquences très très imprévisibles, etc. Aujourd'hui, on commence à savoir changer les gènes presque en écrivant comme on veut sur le génome de la plante ou de l'animal, en faisant tout ce qu'on veut. Donc évidemment, ça peut permettre des tas de choses. Ça peut permettre, peut-être qu'un jour, ça permettra de faire des plantes plus productives. Actuellement, les OGM ne produisent pas plus que les autres. Hein. Ils demandent moins de travail, mais ils ne produisent pas plus, même moins que de l'agriculture. Une agriculture très écologique, c'est ce qui produit le plus, mais ça demande beaucoup de monde. Alors qu'avec de l'agriculture industrielle, une seule personne peut cultiver 2-3 000 hectares, à condition d'avoir le matériel qu'il faut. Donc effectivement, ces nouvelles méthodes, elles vont sans doute permettre de faire des plantes plus efficaces un jour ou l'autre. Pour le moment, on n'a pas encore le niveau, parce que vous comprenez, on vous dit... Faire fabriquer un poison qui tue les insectes à une plante, c'est pas difficile. Il suffit de connaître un gène qui produit le poison, on le met dans la plante, et puis la plante produit le poison et ça tue les insectes. Faire qu'une plante soit capable de pousser sans eau ou avec du sel, dans de l'eau salée, etc., ça c'est beaucoup plus compliqué et à l'heure actuelle, on ne sait pas le faire. On nous promet qu'on le fera, mais moi je suis sûr qu'on ne le fera pas rapidement parce qu'on ne sait pas comment ça marche. Et quand on fabrique des plantes qui ont été modifiées dans ce genre-là, elles produisent rien du tout. Donc, en réalité, on est plus efficace en sélectionnant sur la variabilité existante qu'en changeant les gènes nous-mêmes. Ça peut permettre aussi, mettons, d'éliminer des maladies génétiques. Si jamais vous avez un embryon qui a des gènes qui ne sont pas bien, vous pouvez essayer de changer les gènes de manière à ce que ça aille mieux. Mais vous voyez tous les dangers qu'il y a avec ça. Hein. C'est-à-dire qu'à quel moment on va s'arrêter. Et puis aussi, il y a des questions d'éthique qui sont très compliquées. Si vous avez une maladie, regardez la galactosémie. Aujourd'hui, les bébés galactosémiques, ils vivent très bien et tout va bien pour eux parce qu'on a trouvé un moyen de les soigner en les nourrissant autrement. Si on avait su corriger le gène, on n'aurait jamais trouvé un moyen de les soigner. Donc il y a toujours deux solutions devant une maladie. L'un, c'est de la soigner, l'autre, c'est d'empêcher les gens de naître avec.
Et ça, c'est un choix éthique qui peut se faire dans la société. Voilà, donc je vous laisse réfléchir, je n'ai pas à vous donner un avis là-dessus. Mais donc, effectivement, ces nouvelles méthodes, en tout cas, permettent de faire des changements sur l'ADN d'une précision extraordinaire et d'une précision telle que d'ailleurs, ils sont indétectables a posteriori. Alors ça, parce que quand on rentre des gros bouts d'ADN, il suffit d'aller les rechercher, puis on va le reconnaître, l'OGM. Alors que ça, on ne sait plus le reconnaître. Du coup, les entreprises essayent de breveter non plus le gène, mais le caractère qu'ils ont rentré. Par exemple, j'ai un fruit avec un certain goût, je rentre un gène pour qu'il ait un goût un peu acidulé, parce que ça va être meilleur. Eh ben, on va breveter le goût acidulé du fruit. Ce qui veut dire que si n'importe qui retrouve une autre manière de faire un fruit acidulé, ça tombera quand même sous le coup du brevet. Vous voyez l'appropriation incroyable du vivant que sont en train de faire les entreprises de biotechnologie grâce à ces techniques. C'est ça l'énorme danger pour moi de toutes ces choses. Donc voilà, CRISPR-Cas9, je suis sûr que vous entendrez ça. CRISPR, CRISP, grand R, CAS 9. C'est le nom barbare qui a été donné à cette technique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous venez de dire les dangers extraordinaires du fait que les entreprises s'approprient les caractéristiques. On peut corriger la des gènes qui sont on sait que c'est en train de se faire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Est-ce qu'il pourrait y avoir une loi, je ne sais pas quoi, un tribunal international, un comité? Premièrement, en Europe, on a quand même réussi un truc pour le moment, c'est qu'à l'échelle européenne, les agriculteurs continuent à avoir le droit de ressemer leurs semences, même si elles ont été contaminées par des gènes brevetés des voisins. Il n'y a que l'Europe qui soit comme ça dans le monde, hein. Mais je pense qu'il faut se battre contre les brevets avec la dernière énergie. C'est vrai aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine agronomique. Breveter des génomes, c'est scandaleux parce que, comme les génomes, vous comprenez, quand vous brevetez, c'est comme si jamais je brevetais un virus dans mon ordinateur, puis je le fous sur le web, et si votre ordinateur est infecté par mon virus, du coup, votre ordinateur est à moi. C'est exactement ce qui se passe, hein. Un agriculteur qui est contaminé par un gène breveté du voisin, il n'a plus le droit de semer ses semences parce qu'il contient le gène breveté. Donc, vraiment, les informations, justement, c'est des choses qui sont faites pour se reproduire, pour se diffuser, etc. Breveter des informations, c'est strictement scandaleux. Et donc, que faire? C'est ça ma question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, ou comme, à qui s'adresser, à qui demander Écoutez, je vais vous dire deux choses. La première, c'est qu'on a l'impression d'être impuissant, mais moi, j'ai commencé à me battre un peu sur ces questions dans les années 1990. À l'époque, au début des années 90, personne ne s'intéressait aux questions d'OGM. Moi, je trouve que comme j'étais généticien, je m'y étais intéressé. Et à l'époque, dans les débats que j'ai eus avec les boîtes de biotech, ils m'ont dit « mais vous perdez votre temps, d'ici 4-5 ans, tout sera OGM en France ». Il n'y a toujours pas d'OGM cultivé en France pratiquement. Pourquoi? Parce que les gens ont fait savoir qu'ils n'en voulaient pas, que heureusement les médias ont suivi. Je vous signale qu'actuellement, il y a un procès contre Monsanto qui est fait par un tribunal privé qui tient à La Haye avec des vrais juges, etc. Mais ce n'est pas un vrai tribunal, en quelque sorte, il est reconnu. Mais il faut donner de l'importance à ces choses-là. Il faut que la conscience collective, si vous voulez, agisse. Ça, c'est une première chose. Alors après, concrètement, vous pouvez agir auprès de vos élus, hein, pour leur dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce genre de choses. Vous pouvez, si vous connaissez des journalistes, évidemment, parler avec eux. Vous pouvez, si vraiment vous trouvez que c'est important, ce que je pense, hein, rentrer dans des ONG qui s'occupent de ça. Alors, il y a une ONG qui est spécialisée dans les questions de génie génétique, elle s'appelle le CRIGEN. Il y a un des chercheurs qui... Le CRIGEN. Oui, CRIGEN. CRIIGEN, hein, qui était donc l'un des scientifiques de ce truc-là, s'appelait Gilles-Éric Serralini. Il a fait des manips, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec les rats, avec des grosses tumeurs, là, pour montrer que le Roundup était un poison. À l'époque, tout le monde lui a tapé dessus. Aujourd'hui, tout le monde admet que le Roundup est un poison et cancérigène, mais personne ne s'excuse de ce qu'il a fait à Serralini, qui en a tellement marre qu'il a décidé d'arrêter. Hein. Ils l'ont martyrisé. Hein. Et donc, voilà, il y a le CRIGEN, mais sinon, il y a toutes les ONG qui s'occupent de questions d'environnement. Moi, je suis au CRIGEN, mais je suis aussi à la Fondation Nicolas Hulot. Je préside le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Vous avez le FNE, vous avez des tas d'ONG qui s'occupent de ces questions, et donc vous pouvez en rejoindre une. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais c'est vrai qu'on est actuellement dans un contexte politique qui ne donne pas beaucoup d'espoir sur pas mal de ces questions-là, et d'autres qui vont avec. Mais je pense que vous êtes tous au courant. Voilà, monsieur. Bonjour, je vais faire un peu de science-fiction. Comme les gènes sont porteurs de l'information,
Est-ce que pour le futur de l'humanité, c'est envisageable, plutôt que d'envoyer des hommes, ce qui me paraît compliqué dans l'état de nos connaissances, envoyer des gènes dans l'espace, il y aurait moyen d'obtenir quelque chose? Envoyer des gènes en soi, ça ne servira à rien si vous n'envoyez pas le système de lecture, justement. C'est ça le problème. Hein. Un gène, des génomes, votre génome, le mettre dans un ordinateur, c'est rien à faire. Hein. Maintenant, ça, on sait faire en quelques jours. Maintenant, votre génome, bah voilà, ça sera juste un génome. C'est comme si vous envoyiez la Bible sur Mars. Hein. Bah voilà, vous envoyez la Bible. Ça fera exactement la même chose. Vous ferez rien. Si vous voulez envoyer le système de lecture avec, il faut envoyer un humain. Alors, est-ce qu'on saura un jour synthétiser des humains? Ça, j'en sais rien. On sait synthétiser des génomes actuellement. C'est-à-dire qu'on sait, on a pris une bactérie, on a écrit le génome dans un ordinateur, on l'a un peu bidouillé, on a même rajouté un petit poème et tout, et puis on a refait de l'ADN avec ce truc-là, et on l'a remis dans une bactérie et ça marche. Mais il faut le remettre dans une bactérie. Donc nos gènes, si on les envoyait, il faudrait les envoyer avec un truc capable de les lire. Un truc capable de lire, ça s'appelle un humain. Alors même s'il est synthétisé, ça sera quand même un humain. Pour l'instant. Pour l'instant, si on le synthétise, non, ça sera un humain de toute façon. Après la question de savoir... moi, vous savez, si on veut aller coloniser d'autres planètes dans le système solaire, c'est peut-être faisable, j'en sais rien. Hors du système solaire, moi, j'ai une certaine confiance dans ce que me racontent mes collègues physiciens, et je pense qu'effectivement, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et ça, c'est un vrai problème, hein, parce que, pour moi d'ailleurs, ça explique pourquoi on n'a jamais vu débarquer des races d'extraterrestres chez nous, même s'il y en a ailleurs. Et puis ça explique pourquoi on ne pourra jamais aller coloniser des planètes lointaines. Parce qu'il faudrait des millions d'années pour y aller. Qui est-ce qui est prêt à partir pour des millions d'années dans une fusée? En tout cas, oui, congelé des millions d'années. Ouais, vous comme avez le confiance. tardigrade, le tardigrade, C'est cet ça, animal. on n'est pas des tardigrades, et je pense que congeler 1 million d'années, moi, je joue pas, hein, personnellement. Enfin, ce que vous voulez. Le tardigrade qui résiste au vide sidéral. Peut-être qu'on pourra coloniser des planètes avec des tardigrades, voilà, mais pas avec des humains. Ouais. Juste dernière question. Non, on a quelqu'un qui veut poser une question? Merci beaucoup. Vous avez évoqué le fait qu'effectivement, quand on touche au vivant, donc aux gènes, il y a des impacts systémiques extrêmement importants. Qui s'occupe, quelque part, de voir quel est l'impact systémique de l'invention d'un nouveau gène, d'une nouvelle... voilà, et voit au-delà de l'intérêt particulier de l'entreprise, l'impact sur le socius. Il y a des gens, il y a des agronomes qui s'intéressent à ça, il y a justement au CRIGEN, on s'intéresse à ça, dans les associations environnementalistes comme Hulot ou le FNE, on s'intéresse à ces questions de systémique justement, mais c'est toujours des écolos qui sont vus comme des espèces de rétrogrades d'enfer qui empêchent le progrès technique par les gens qui croient au progrès. Je voudrais vous donner un exemple très emblématique. Beaucoup de gens qui défendent les OGM prennent cet exemple-là, c'est le riz doré. Vous avez des endroits où les gens mangent que du riz, et du coup, il leur manque des vitamines. Et les enfants, c'est grave, ça les rend aveugles assez souvent, et même certains cas, ça les tue, la vitamine A qui manque. Hein. Donc, il y a des gens qui ont dit, regardez, on va faire un riz transgénique, on lui met la vitamine A dedans, comme ça, les enfants, ils mangeront du riz avec de la vitamine A, et ça ira vachement mieux pour eux. Bon, voilà, ça, c'est le point de départ. Et donc, vous voyez comment c'est bien quand même. On ne va pas dire non, puisque c'est bien, ça va empêcher les enfants de devenir aveugles. Sauf que, premièrement, ce riz, il produit quasiment rien, ce qui fait qu'on n'a jamais pu le cultiver. Pourquoi? Parce que le fait de lui faire produire de la vitamine A, ça fout en l'air son métabolisme, et du coup, il a une production nulle, et que du coup, personne ne veut le cultiver. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il n'est pas cultivé, et que récemment, un groupe de prix Nobel a accusé Greenpeace d'être responsable du fait que ces enfants meurent ou deviennent aveugles, parce qu'on ne cultivait pas le riz doré. Ils ne sont même pas au courant, ils sont tellement dans la foi du progrès, ils ne sont même pas au courant que le riz ne marche pas. Bon, ça c'est le premier point. Mais surtout, cette solution est idiote, parce que pourquoi il y a un problème? Le problème, c'est que les gens mangent que du riz. Avant, quand on faisait une agriculture un peu plus intégrée, une agriculture plus systémique, on cultivait des aubergines et divers autres légumes autour des champs de riz. On mettait les aubergines avec le riz et il y avait toutes les vitamines qu'il fallait. On a voulu faire une agriculture intensive, on a enlevé les aubergines. Voilà pourquoi il n'y a plus de vitamines. L'erreur, c'était d'enlever les légumes. La bonne solution agronomique, c'est de remettre des légumes avec du riz, de faire une nourriture équilibrée et pas bouffer que du riz, strictement que du riz, et tout le monde aura ce qu'il faut. Mais non, ça ne fait pas technologique, vous comprenez, ça ne fait pas sexy.
si jamais on veut avoir l'air moderne, il ne faut pas cultiver des aubergines avec du riz, il faut mettre les gènes d'aubergine dans le riz, et tant pis si le riz ne marche pas, quoi. Voilà le problème actuel de ne pas regarder les choses de façon systémique. Donc effectivement, il y a des gens qui s'occupent de ça. Actuellement, ce n'est pas eux qui ont l'argent, parce que ça rapporte beaucoup moins de dire aux gens de cultiver des aubergines que de faire des OGM. Voilà le problème. Donc, pour répondre un peu à madame, si je comprends bien, il y a des gens qui s'y intéressent, mais il n'y a pas un organisme mondial, global et international. La FAO est un peu consciente du problème. Il y a des organismes qui sont un peu au courant, mais le pouvoir n'est pas dans la main des gens qui s'occupent de ces choses-là. Je prends 2 minutes. Encore une dernière question à laquelle on l'avait un petit peu évoqué. Vous y avez partiellement répondu avec cette notion du transhumanisme, mais ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. Il y a une théorie qui a été élaborée par Jean-Michel Truong, un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, selon laquelle il se pourrait que l'information, l'intelligence, la connaissance soit en train, dont nous sommes porteurs, nous organismes vivants à base de carbone, et que cette intelligence ou cette connaissance soit en train de nous amener à la transférer sur la silice, qui serait un support beaucoup plus fiable que nous. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça rejoint uniquement le transhumanisme, c'est-à-dire devenons des machines? Écoutez, je ne sais pas, à mon avis, il y a quand même une petite erreur là-dedans, c'est que pour le moment, les systèmes de stockage sous forme de silice ne sont pas aussi forts que ça. On peut mettre énormément d'informations sur de la silice, c'est-à-dire dans des puces d'ordinateurs, sur des disques durs, dans des clés USB, etc., tout ce que vous voudrez. Mais tout compte fait, les gens qui s'occupent de ça sont assez inquiets de la pérennité de cette information. Les disques durs, ils ne dureront pas éternellement, les clés USB non plus, etc. Et vous savez quelle est l'idée qui a germé pour arriver à mettre l'information des ordinateurs sur un support qui soit vraiment solide et qui tienne longtemps? Eh bien, on est en train de se dire que le mieux serait peut-être de le mettre dans des molécules d'ADN. Ah oui, donc on revient à cette... C'est parce qu'on peut parfaitement recopier un disque dur d'ordinateur sur une molécule d'ADN. Il suffit de synthétiser. Évidemment, la molécule d'ADN, aucun être vivant ne pourra la lire et elle ne fera rien en tant que gène. Mais on peut stocker de l'information sur une molécule d'ADN aussi bien que sur des disques durs. Et une molécule d'ADN, quand vous la mettez... Vous savez, une molécule d'ADN, c'est un des trucs qu'on a découvert en faisant des recherches sur les OGM, c'est que vous prenez un bout d'ADN, vous le mettez dans le sol, vous revenez 1 an plus tard, vous le retrouvez. Il n'y a pas de problème, il est toujours là. Il n'a pas bougé. Non, l'ADN, c'est super stable. Alors, si vous le mettez bien à l'abri dans un frigo, etc., il doit pouvoir se garder beaucoup plus longtemps que même des disques durs. Donc, peut-être que c'est le contraire qui se passera et qu'on finira par mettre nos informations qui sont sur de la silice sur des molécules carbonées, parce que l'ADN, vous savez, c'est une molécule qui a gardé son information sur 3 milliards d'années, depuis l'origine de la vie. C'est quand même impressionnant de garder de l'information sur 3 milliards d'années. Pour le moment, on n'a pas la moindre idée du temps que pourra durer notre système informatique sur le plan des conservations de l'information. Donc je ne sais pas, moi, mais peut-être qu'au fond, ça ne vous paraît pas vraisemblable. C'est pas aussi simple que ça. Très intéressant. Malheureusement, nous devons quitter Pierre-Henri, le laisser s'échapper parce qu'il est attendu pour le Laborigine qui commence à 16h. Merci beaucoup, Pierre-Henri Gouillon. Mais il faut recommencer, parce qu'on n'a pas fini de... Moi, j'ai encore des milliards de questions à vous poser.